Pokémon, c'est plus qu'un jeu. C'est plus qu'une passion. C'est devenu un marché. Et dans ce marché, il y a des gains et aussi des grosses chutes dont personne te dit. Aujourd'hui, je vais pas te vendre du rêve. Je vais te dire la vérité. Tu me connais. Pas celle des vidéos TikTok de 30 secondes. Pas celle des mecs qui te disent que tout le monde dans Pokémon. Mais la réalité, froide, brute et un peu flippante. Si tu penses investir dans Pokémon aujourd'hui, regarde cette vidéo avant, tu me remercieras plus tard. Avant de te parler investissement, comment on en est arrivé là aujourd'hui? Alors depuis quelques années, aujourd'hui, Pokémon, il explose. Les réseaux sociaux, ça amplifie la hype, comme on l'a vu avec 151, avec le confinement 2020-2021. Les ouvertures, aujourd'hui, elles font des millions de vues. Des influenceurs, investisseurs, ils fleurissent partout. Tout le monde veut sa part du gâteau. Des jeunes, ils achètent des displays, ils stockent du CD, ils gradent tout ce qui brille. Certains gagnent, mais attention, beaucoup se plantent. Pourquoi? Parce qu'ils achètent dans la hype et pas dans la connaissance. Et pensent devenir millionnaires. D'ailleurs, tu le vois, ça marche très bien. Là, actuellement, je te fais la vidéo dans ma piscine à Dubaï, à côté de ma villa. Non, plus sérieusement, il faut revenir un petit peu les pieds sur terre. Alors, comment fonctionne le marché Pokémon aujourd'hui? Eh bien, le marché Pokémon, c'est pas du hasard, c'est pas la loterie, c'est de l'offre, de la demande et surtout du timing. Et souvent, c'est un miroir déformant qui veut bien te faire voir ce que tu veux voir. Plus une carte est populaire, au final, plus elle est imprimée, plus une série est récente, plus elle est fragile en valeur. Mais la majorité, ils achètent sans comprendre ce marché, pas de notion de tirage, pas de lecture du marché, juste une envie de faire une plus-value. Aujourd'hui, tu peux pas investir dans Pokémon sans comprendre les règles du jeu et surtout sans comprendre que c'est pas un jeu. Je vais te parler des erreurs classiques que tout le monde fait quasiment. Acheter tout ce que tout le monde achète. Pour moi, quand c'est partout, c'est déjà trop tard. Comme on le voit un petit peu aujourd'hui avec Evolution Prismatique, qui était censé être une série hype, devant Auchan à 5 heures du matin. Et au final, Pokémon a fait quelque chose que personne n'attendait, c'est de remettre un énorme stock en magasin. Et aujourd'hui, cette ETB qui était censée être rare, elle plafonne à 99 euros. Elle aussi, elle est tombée à 95 euros parce que la display évolution étincelle déferlante, on la retrouve aujourd'hui à 265 alors qu'elle était à 360. Et Aventure Ensemble, la nouvelle série, je t'en parle pas, tout le monde a voulu la scalper, mais comme je l'avais dit, quand j'avais dit faut-il investir sur Aventure Ensemble dans ma vidéo, c'est une série qui n'allait pas plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, les gens ont voulu beaucoup la scalper. Au final, si on n'avait pas été dans cette période de hype, personne se serait intéressé à cette série. La deuxième erreur, c'est de croire que le scellé, ça vaut de l'or. Scellé, pour les gens, c'est magique, mais pas forcément. Du moment que ta série, elle est trop hypée, trop populaire, trop scalpée, et surtout, si tu as un restock comme actuellement on a sur à peu près beaucoup de séries aujourd'hui. D'ailleurs, le bloc écarlate et violet, c'est la plus grosse anomalie de Pokémon, parce que même le bloc épée et bouclier, au final, il a jamais monté comme ça. Et même 151 est impacté parce que le bundle 151 qui s'approchait du 100 euros, il est redescendu à 75 parce que on arrive à trouver énormément de stocks. Aujourd'hui, il y a eu des stocks qui ont été remis. En magasin, vous avez des vieilles séries, des vieux coffrets qui n'avaient pas été vus depuis peut-être 1-2 ans, qui sont réapparus, du Destina Paldea, du Flamme Obsidienne, du Faille Paradox, du Force Temporelle. Franchement, on a un gros stock actuellement de Pokémon et donc beaucoup de séries sont impactées par la chute et surtout le bloc écarlate et violet. L'erreur numéro 3, c'est tout simplement grader sans stratégie. Je ne connais rien à la gradation, je ne sais pas estimer une carte, mais je vais envoyer des communes et hop, je vais devenir riche. Beaucoup croient que PSA 10 c'est égal richesse, mais si ta carte elle est notée 10 comme 20 000 autres, au final, elle vaudra
que dalle ou pas grand-chose. Erreur numéro 4, bah pour moi, écouter les mauvais conseils, hein. TikTok, Discord, Reddit, la jungle, sans filtre, sans analyse et surtout sans recul. Fie-toi à ton instinct. Et l'erreur numéro 5, pour moi, c'est tu veux revendre, mais tu n'as aucun plan, tu sais pas pourquoi, tu sais pas à qui, tu sais pas à quel prix. Et si tu n'as pas les réponses, bah, tu n'es pas un investisseur, tu es un joueur de hasard. Et le hasard, eh ben, ça pardonne pas. Aujourd'hui, l'impact sur les jeunes, bah, malheureusement, il est bien là, hein, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que des ados, ils mettent toute leur économie dans une boîte scellée en pensant devenir riches, parce qu'on leur a fait croire. Ils rêvent de garder 5 ans et de devenir millionnaires. Ils pensent que c'est aussi simple, rapide et surtout que c'est automatique. Et le vrai danger, c'est pas de perdre de l'argent, c'est de perdre l'envie, la passion et la confiance. Des jeunes dégoûtés après une mauvaise expérience, des parents bah, qui commencent à se méfier du hobby, hein, c'est normal. Si aujourd'hui mon enfant il claquait 1000 euros dans Pokémon, peut-être que je réagirais. Et une génération qui confond aujourd'hui la passion et business alors qu'ils ont que 13 ans. Alors pourquoi aujourd'hui le rêve il fonctionne pas toujours? Tout simplement parce que le marché est instable, parce que tout le monde aujourd'hui veut revendre en même temps et parce que très peu savent lire une tendance ou une évolution de prix. Investir dans Pokémon, eh ben, c'est pas comme collectionner. Collectionner, c'est vraiment kiffer. Investir, c'est patienter, c'est étudier, c'est perdre parfois. Ça m'arrive, hein, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai envoyé des cartes en gradation que j'aurais pas dû. Et au final, je sais très bien que je vais pas faire le bénéfice que je voulais avoir. Et ça, bah, peu, ils sont prêts à l'entendre. Donc, comment investir intelligemment aujourd'hui si tu veux vraiment investir dans Pokémon? C'est investir dans ce que tu comprends. Si tu comprends pas, investis pas. Parce que sinon, ça revient à mettre des sous dans une course de paris hippique, alors qu'au final, tu n'as jamais vu une course de ta vie et que tu t'es jamais intéressé aux courses de paris hippiques. Renseigne-toi sur les tirages, la psychologie du marché, anticipe un petit peu les réimpressions, diversifie-toi, que ce soit en FR, tu peux aller dans le japonais, dans le gradé, sur le court terme, sur le long terme, et surtout, aime ce que tu achètes. Parce que aujourd'hui, même si tu fais pas de bénéfices, si tu aimes ce que tu as acheté, tu seras content de les ressortir dans 10 ans. Personnellement, j'ai des items, là, sur le papier, je fais un bénéfice. Mais ça veut pas dire que demain, il y a tout qui se casse la gueule et mon bénéfice, au final, ça devient du vin. Mais par contre, je serais content dans 10 ans d'ouvrir avec mes enfants, de se faire une ouverture et de voir leurs yeux émerveillés devant leur première collection de Pokémon. Accepte aussi que tu puisses perdre. L'investissement, c'est pas toujours gagnant. Je suis dans l'investissement depuis un certain temps et clairement, aujourd'hui, je ne suis pas riche. Comme je vous l'ai dit, je suis pas dans une piscine à Dubaï à vous faire des vidéos. Je fais des bénéfices parce que, justement, je me prends la tête un petit peu à anticiper le marché et pas faire comme tout le monde, à dire, cette série, hop, elle est hype, tout le monde va en vouloir dans 10 ans, alors que quand j'ai fait la vidéo, faut-il investir sur évolution prismatique? Je vous ai bien dit que cette série, elle allait être énormément scalpée et que ça allait jouer dans le temps sur le prix de la revente. Actuellement, je me suis pas trop trompé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des bons investissements, à faire un bénéfice sans forcément être riche, mais à dégager un certain bénéfice suivant les items. Des plus anciens, automatiquement, il y a un bénéfice plus conséquent. Sur certaines cartes aussi que j'ai fait grader, j'ai pu avoir un bénéfice un peu plus conséquent. Mais voilà, j'ai aussi perdu dans Pokémon et ça, il faut savoir l'admettre. Et surtout, reste humble. Parce que même les pros, il n'y a pas vraiment de pros, mais même des personnes qui s'y connaissent un petit peu, ça leur arrive de se tromper. Aujourd'hui, il n'y a pas de high level dans Pokémon. Personnellement, des erreurs, on en fait tous, on se trompe, donc ça sert à rien de te la péter. Le but, c'est que si tu t'y connais un petit peu et que tu as des potes qui veulent investir dans Pokémon, c'est tout simplement de les aider. Donc, pour conclure cette vidéo, je te fais pas la morale. Je suis passé par là. J'ai acheté au mauvais moment.
j'ai cru des conneries sur TikTok, etc. Mais j'ai aussi appris, j'ai compris, et aujourd'hui, je préfère te partager la réalité des faits plutôt que de vendre du rêve. Personnellement, dans aucune vidéo, je t'ai vendu du rêve. Donc like si tu veux plus de vérité dans ce milieu. Abonne-toi pour pas tomber dans les pièges. Et commente-moi ta plus grosse galère Pokémon. Tu viens d'acheter ton tout premier booster ou ta première boîte scellée Pokémon. Et tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Je vais devenir riche avec mes cartes Pokémon. Cool, mais laisse-moi te prévenir tout de suite. Investir dans Pokémon, ce n'est pas juste une question de chance ou d'ouvrir des boosters à l'aveugle en priant pour tomber sur un Dracofeu Shiny. C'est un véritable jeu d'échecs, pas de roulette russe. Et comme dans n'importe quel jeu d'argent, il y a des pièges, des embûches, des coups de chaud et parfois de grosses erreurs. Dans cette vidéo, on va parler des 3 erreurs les plus classiques que font tous les nouveaux investisseurs Pokémon. Oui, tous, même ceux qui t'expliquent sur YouTube comment devenir millionnaire en 2 semaines. Spoiler, ce n'est pas vrai. On va aussi parler des items scellés comme de cette ETB, des boosters, coffrets et boîtes qu'on garde encore emballées parce qu'on espère qu'elles vaudront une fortune un jour. Alors si tu veux apprendre à investir intelligemment, à protéger ton portefeuille et à éviter de finir avec un carton plein de cartes dévaluées et un compte en banque vide, cette vidéo elle est faite pour toi. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce sont mes conseils personnels. Je t'invite à te faire ton propre avis. Ce n'est en aucun cas des conseils financiers, moi je donne juste mes conseils personnels. Alors enfile tes gants en coton, serre tes sleeves et on attaque. La première grosse erreur, c'est penser que toutes les cartes, elles prennent de la valeur. Beaucoup de débutants pensent que chaque carte Pokémon aujourd'hui qu'ils possèdent va forcément prendre de la valeur. Eh ben, spoiler, non. C'est un peu comme croire que toutes les pièces de monnaie en circulation aujourd'hui vont devenir des pièces rares du jour au lendemain. C'est pas vrai. Alors pourquoi c'est faux? Parce qu'il faut quand même que j'argumente ce que je te dis. Eh ben tout simplement, il y a une massive production des cartes. La majorité des cartes, elles sont imprimées en millions d'exemplaires. L'état de la carte, les cartes en mauvais état, elles ne valent absolument rien. Même si tu as un Dracofeu première édition. Et la demande sur le marché. Même certaines cartes rares, elles ne se vendent pas si personne ne les veut. C'est de l'offre et de la demande. Le marché Pokémon, il est cyclique et il est influencé par des tendances, des sorties et des événements. Ensuite, on a l'illusion des produits scellés. Alors pourquoi aujourd'hui les produits scellés comme cette ETB, là elle n'est pas scellée mais ça fascine? Eh ben, les boîtes scellées, les boosters, les coffrets, ces produits aujourd'hui sont vus comme de véritables pépites d'or à garder pour plus tard. L'idée, c'est de garder scellé égale valeur qui grimpe avec le temps. Maintenant, je vais te parler de la réalité. Le marché, il est inondé de produits scellés, parfois surproduits en masse, dont la rareté, elle est très relative. La valeur du produit, ça va vraiment dépendre de l'édition, le tirage, la quantité qui a été produite, l'état de la boîte, pas de pliure, pas de déchirure et pas d'ouverture. Et surtout, de la demande actuelle. L'exemple concret, c'est les boîtes scellées de la première édition de base. Ça reste des valeurs sûres. Alors, elles coûtent très très cher aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon investissement. Mis à part si tu es millionnaire ou milliardaire, clairement, elles ont fait déjà leur trou, elles vont monter encore un petit peu, mais elles vont pas faire du x10. Enfin, j'y crois pas, clairement. Et attention à l'arnaque, parce que tu as certains vendeurs qui te vendent des boîtes comme scellées, qui ont déjà été ouvertes, recellées ou contenant des cartes manquantes. Ça, c'est les arnaques basiques d'un Pokémon. Donc, toujours vérifier la provenance, la qualité de l'emballage et faire confiance à des vendeurs réputés. Maintenant, comment on va acheter intelligemment? Renseigne-toi sur la quantité produite et la demande réelle du produit scellé ou de ta carte. Prends en compte le stockage. Une boîte scellée, elle doit être conservée dans des conditions optimales. Je te dis pas qu'il faut que tu mettes ta clim dans ta chambre et que tu la laisses tourner à 20 degrés toute la journée. Non, je te dis pas ça, mais pas la stocker à la cave, pas la stocker en plein soleil dehors, voilà, des trucs basiques. Simplement, moi clairement mes produits je les stocke, c'est une boîte
hermétique avec du papier bulle. Hop, je ferme et je m'embête pas. Ne mise pas tout sur le scellé parce que parfois les cartes individuelles gradées, elles rapportent plus que ta boîte complète. Et oui, les fameux PSA ou les fameux CCC grading, la carte, elle peut très vite faire un x2, x3, suivant la demande. Considère aussi la liquidité, parce que revendre une carte rare est souvent plus simple et plus rapide que de vendre une boîte complète. Et oui, les gens, ils auront peut-être plus envie d'acheter une carte qui va peut-être être un petit peu moins chère qu'une boîte à 2000 €, malgré que les cartes aujourd'hui, les prix s'enflamment. Hein. On peut le voir sur Rivalité Destinée avec le Mewtwo. Je n'ai pas regardé à combien il était actuellement, mais les prix se sont très vite enflammés. Donc la conclusion de ce chapitre, c'est investir dans des produits scellés, ça peut être une très bonne stratégie, mais ce n'est pas une garantie de richesse. Attention, il faut savoir distinguer la hype de la vraie rareté et surtout garder la tête froide. Et ça, beaucoup de personnes qui se lancent dans Pokémon ont tendance à ne pas garder la tête froide et suivre aveuglément une hype. La deuxième erreur, c'est de ne pas protéger tes cartes ou tes items scellés. Ton Dracofeu holographique, il peut valoir 1000 €, mais s'il a une rayure, un coin abîmé ou pire, un pli, bah oublie direct cette somme. Les ennemis mortels de la carte, c'est la lumière du soleil qui va ternir les couleurs, l'humidité qui va faire gondoler ta carte, les rayures dues aux manipulations à main nue. Alors, je te dis pas de mettre des gains non plus, hein. Attention sur tes cartes, mais une carte relativement chère, je te dirais pourquoi pas mettre des gains, oui. Au prix aujourd'hui du marché Pokémon. Ensuite, on a la poussière et la saleté qui s'incrustent dans la sleeve. Les enfants, les chats ou les amis maladroits. Donc, comment tu vas protéger ta carte comme un pro? Eh ben, tout simplement, je sais pas si j'en ai ici, mais une paire de sleeves. Ça, c'est la base. Donc, investis dans des sleeves de qualité. Hein. Là, je te montre les sleeves Pokémon, mais tu as des Ultra Pro, des KMC, etc. Attention aux sleeves qui sont trop fines ou trop épaisses. Choisis selon la taille standard. Parce que si tu les mets par exemple comme moi dans un livre où elles sont déjà protégées, il se peut qu'avec ta sleeve ça rentre pas. Et change-les régulièrement si elles s'abîment. Le deuxième point pour les protéger, utilise un top loader. Top loader, c'est ça. Pour les cartes d'une valeur inférieure à 10 €, je te dirais mets-les dans des top loaders rigides. Pour le grading, utilise des semi-rigides, cartes saveurs qui protègent sans trop serrer la carte, un petit peu comme celle-ci. Elles sont ultra bien, c'est des ultra pro. C'est pas là pour faire de la pub, mais c'est des très bons top loaders. Ensuite, classeurs et boîtes. Range tes cartes dans des classeurs avec des pochettes transparentes, des boîtes rigides. Range-les à plat, sans pression et dans un endroit sec. Évite la lumière directe, donc le mieux c'est d'avoir un placard qui ferme. Comme ça, un placard, tu tires ton placard et hop, la lumière elle peut se... Évitez les températures extrêmes, donc c'est sûr que s'il fait 40 degrés dans ta chambre, ne mange pas à côté de tes cartes. Ça paraît logique, mais oui, ça arrive. Et si tu dois envoyer une carte pour le grading, nettoie la carte délicatement, manipule avec des gants ou des mains propres, insère la carte dans une sleeve, puis dans une semi-rigide, et envoie chez un professionnel que tu as choisi, soit du PSA, du CCC grading, du Beckett, etc. La troisième grosse erreur que je vois beaucoup, c'est suivre la hype sans faire de recherche. Et c'est la FOMO et ses dégâts tout simplement. Tu vois une vidéo de YouTube, un TikTok ou un post Instagram qui dit cette carte va exploser en valeur. Résultat, tu achètes souvent à prix fort sans savoir si la demande elle est réelle. Aujourd'hui, ce qui influence vraiment le marché, ça va être les sorties d'extensions, les formats compétitifs et les cartes jouables en tournoi, les événements spéciaux, les promos, les anniversaires comme les 30 ans de Pokémon, les réimpressions massives, ça peut tuer le marché. La notoriété du personnage, on sait très bien qu'un Dracofeu, un Pikachu, un Evoli, ils ont un public plus large. Et les phénomènes viraux ponctuels, c'est les hypes temporaires. Alors, comment tu vas ne pas te faire avoir? Comme je te le dis dans toutes mes vidéos, malgré que je te fais des vidéos, c'est fais tes propres recherches. Vérifie l'historique de vente sur eBay, Card Market, suis les forums spécialisés, PokéCardex, Discord, Reddit Pokémon. Analyse la rareté, la quantité restante sur le marché, ça c'est un peu compliqué, mais en faisant des recherches,
C'est comme ça que tu vas pas te faire avoir. Et j'ai envie de dire, développe ta spécialité. Par exemple, deviens expert en cartes japonaises, vintage ou en promo secrète. Apprends à reconnaître les tirages limités, les erreurs d'impression, les variantes rares. Et le troisième point, ça va être la patience et la stratégie. Ne te précipite jamais. Achète pour le long terme, mais pas pour un coup rapide. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, je te le répète à chaque fois, diversifie-toi. Si tu veux réellement arriver à faire un petit peu d'argent dans Pokémon, comme tous les investissements, diversifie-toi. La conclusion de la vidéo, c'est voilà les 3 erreurs majeures qui plombent souvent les débuts d'un investisseur Pokémon. Pensez que toutes tes cartes, elles prennent de la valeur sans distinguer les vraies raretés. Négliger la protection des cartes qui dévalue instantanément ta collection. Suivre aveuglément une hype sans faire tes propres recherches comme un ronflex qui court après sa queue. En ajoutant la dimension des produits scellés, tu comprends que ce n'est pas qu'une question de chance, mais bien de connaissance et de stratégie. Alors si tu veux construire un portefeuille solide, commence par apprendre à protéger et analyser avant d'acheter. Maintenant, c'est à toi de me raconter en commentaire l'erreur la plus drôle ou la plus coûteuse que tu as faite. Promis, on en rigolera tous ensemble. Si cette vidéo elle t'a plu, tu me lâches un like comme d'habitude, tu la partages à tes amis Poké investisseurs et tu t'abonnes pour ne rien manquer des conseils et analyses indispensables. Rappelle-toi, dans le JCC comme dans la vraie vie, la patience et la stratégie, ça finit toujours par payer. Ok, imagine on est en 2030, tu fais le ménage dans ton armoire Pokémon, t'as arrêté de collectionner parce que t'es devenu trader crypto entre-temps ou éleveur de miaou, chacun son délire. Et là, au fond de ton placard, tu tombes sur un blister plastique que tu avais acheté par curiosité à 35 € à l'époque. Tu le regardes et tu te rends compte qu'il en vaut maintenant 200. Boum, jackpot. Sauf que ce scénario, il n'arrive pas à tout le monde. Il arrive aux gens qui ont su repérer les bons objets au bon moment. Et devine quoi, ce moment, c'est maintenant. Dans cette vidéo, on va parler de 3 produits récents trouvables à prix raisonnable, qui ont un potentiel d'évolution monstrueux. Pas de spéculation débile, pas de scalping toxique, juste de la stratégie, un petit peu de flair et beaucoup d'amour pour les boosters scellés. Alors si tu veux investir intelligemment, que tu sois collectionneur passionné ou débutant, alors reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a du lourd. L'item numéro 1, c'est celui-là. Le blister étincelle déferlante. Pour la présentation rapide, c'est un blister plastique étincelle déferlante. Il fait partie du bloc écarlate et violet. Et sa particularité, c'est le seul blister du bloc EV avec un packaging avec un plastique operculé comme à l'ancienne. Le prix actuel aujourd'hui, tu vas arriver à trouver entre 30 et 35 € l'archet. Pourquoi c'est une pépite pour moi? Alors là, on commence fort. On parle pas de n'importe quel blister. Déjà, on parle du blister étincelle déferlante. Et c'est le seul de tout le bloc écarlate et violet à avoir ce bon vieux packaging en plastique rigide. Celui qui te rappelle l'époque de diamant et perle ou platine, celui qui te faisait galérer avec tes ongles. Bref, là je te parle d'un vrai blister. Dans un monde où tout devient carton, ce blister écrit vintage. Et les collectionneurs, devinent quoi? Eux, ils adorent ça. En plus, on est sur une série qui a un potentiel énorme. C'est elle qui a ramené la hype avec des cartes de fou. Donc pour moi, dans le temps, il va monter. Pour l'aspect collection, le packaging plastique rigide, c'est très prisé. Une fois discontinué, ce type de blister, il revient pas sur le marché. D'ailleurs, on le voit, on n'en a plus aujourd'hui pour l'instant. On est passé sur du carton. Il est très apprécié pour les encadrements, pour mettre dans une vitrine. L'archet complet 4 visuels, c'est très recherché. C'est un objet pour moi qui coche toutes les cases esthétiques, symboliques et rares dans la conception. C'est comme si tu trouvais une bouteille de coca avec une étiquette en cuir, ça va attirer l'œil, ça sort de l'ordinaire et ça devient collector dès que les stocks y font. Pourquoi étincelle déferlante, c'est la série à suivre, comme je te l'ai dit, c'est la série la plus prometteuse pour moi du bloc EV. Forte illustration avec du Pikachu, du Latias, du Latios. On a un taux de tirage qui est assez intéressant, beaucoup de Pokémon populaires. On n'a pas
une surproduction sur cette série-là, j'ai envie de dire, et le nom et l'image sont forts. Donc ça attire aussi les nouveaux collectionneurs. Quand tu as un Pikachu sur une ETB, voilà, vous m'avez compris. Étincelle déferlante, pour moi, c'est un peu la tempête plasma du bloc EV. Elle est arrivée comme une bombe, elle a un petit peu ralenti au niveau des prix, et là, dans le temps, je suis sûr et certain qu'elle va remonter. Et le prix de ce booster avec. Si j'ai un prix à te conseiller d'achat, c'est de le trouver entre 30 et 35 € la recette, les 4 blisters. Le conseil, c'est pas d'en prendre qu'un. Pour moi, c'est de prendre les 4 blisters et ranger-les dans une boîte scellée. La stratégie, c'est sur le long terme. Je pense que 2-3 ans minimum, tu peux avoir un potentiel de valorisation x2, x3. Après, tu peux le garder plus. Ça, c'est à toi de voir, mais déjà d'ici 2-3 ans. Et surtout, ne l'ouvre pas, résiste. Ce n'est pas un booster, c'est un artefact. Tu ne décapsules pas une Pokémon antique pour voir si elle marche encore. Tu la gardes et tu regardes sa cote montée avec un café à la main. Le deuxième item dont on va parler, c'est les Pokébox Légende Azur. Dessus, on va retrouver Kyogre, Dialga, Xerneas. Le contenu, c'est 2 boosters EV8, un Mascarade Crépusculaire et un booster Faille Paradox. Leur prix actuel aujourd'hui est entre 25 à 30 € au moment où je fais la vidéo. Alors pourquoi, pour moi, ces Pokébox, elles sont intéressantes. Elles passent sous le radar, cette Pokébox. Les gens, ils la voient en rayon. Ils pensent, un petit peu comme moi, j'avais fait une vidéo dessus où j'avais un peu déglingué les Pokébox. Et après, avec du recul, je me suis rendu compte que en fait, elles avaient un énorme potentiel. Donc, comme quoi, tout le monde fait des erreurs, donc c'est bien de faire ses propres recherches. Pour moi, elle est incroyablement bien construite. D'abord, on va parler des Pokémon. Kyogre, Dialga et Xerneas. C'est pas farfuré, c'est du lourd, du légendaire, du très apprécié chez les nostalgiques et les jeunes. Et ensuite, le contenu est parfaitement équilibré. Il n'y a pas un seul booster inutile. Quand on regarde, tout est là pour maximiser le potentiel d'évolution future. Alors pourquoi les boosters, ils sont précieux? EV8, ça reste une valeur sûre et c'est une série en croissance. EV6, Mascarade Crépusculaire, actuellement c'est une série un petit peu sous-cotée mais qui commence à monter. Et dedans on a des présences de cartes à potentiel spéculatif. Le visuel il est quand même soigné. Faille Paradox, c'est une série qui entraîne en hausse constante. Il y a des cartes paradoxales qui sont demandées. Il y a déjà une pénurie légère observée chez certains revendeurs. Alors pourquoi elle est sous-estimée actuellement? Il y a un packaging trop simple, moins flashy que d'autres box. Quand tu as du Dracofeu, c'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur. Mais souvent oublié, donc un petit peu moins ouverte, donc plus rare dans le futur. Et je pense que pas beaucoup vont garder ces deux. Donc c'est l'ensemble du milieu de la famille Pokémon. Personne ne le regarde trop actuellement, mais c'est peut-être celui qui va finir majeur promo. Maintenant, si j'ai un prix à te conseiller, cette Pokébox, ça sera entre 25 et 30 €, pas plus. Ne pas acheter en panique, cherche les promos. Objectif, garde-la scellée au moins 2 ans minimum, comme le blister EV8. Après, tu as la possibilité de vendre les boosters à l'unité dans le futur si vraiment tu as besoin de liquidité. Et puis franchement, une boîte métal avec 3 Pokémon légendaires et des boosters EV8, c'est presque un buffet à volonté pour les collectionneurs affamés. Le dernier item dont on va parler, il est récent et c'est le coffret Karchakroc ex de Cynthia. Le Pokémon qui est mis en avant, c'est Karchakroc et surtout la championne Cynthia. Le contenu, c'est 2 boosters Rivalité Destinée, 2 boosters Astre Radieux, un Origine Perdue et une carte promo Karchakroc X. Le prix actuel, entre 55 et 60 €. Alors pourquoi ce coffret, il est vraiment à garder précieusement si tu as déjà un peu de place? Déjà, Cynthia, c'est la championne iconique. Quand elle arrive, tu as la musique du boss qui démarre dans ta tête. Et ensuite, tu as Karchakroc, c'est un Pokémon, son Pokémon toujours adoré, cool et présent presque dans tous les tops des jeux de cartes à l'époque. C'est un coffret bien pensé. Tous les boosters qu'on a dedans, ils sont demandés. Il n'y a aucun booster boost-trou comme dans certains coffrets. Rivalité Destinée, c'est déjà en rupture quasiment de partout. Astre Radieux, c'est populaire et apprécié pour ses visuels brillants. En plus,
c'est du épée et bouclier. Origine perdue, tu as la Giratina et un taux de rareté favorable à l'investissement. Et le prix de origine perdue, clairement, alors là on parle d'un booster en loose, hein, pas d'une display scellée, mais quand même. Déjà le booster il est pas vraiment en loose parce qu'il est quand même dans un coffret. Donc pour moi intéressant. Et en plus c'est du épée bouclier encore une fois. La carte promo pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Karsak Rock X stylé. Présent avec Cynthia en arrière-plan, c'est un combo visuel pour la nostalgie. Il peut prendre de la valeur en loose, surtout en PSA 10 dans le futur. C'est un peu le coffret champion du monde. Tout dedans respire la puissance et la stratégie d'investissement. Tu veux un produit à garder scellé dans un coffre, j'ai envie de dire c'est lui. Maintenant, le prix conseillé, je te dirais actuellement, dépasse pas les 60 € pour ce coffret. Achète-en en double si possible, un pour hold et un à ouvrir éventuellement parce qu'il y a quand même des boosters fous et il y a moyen de te faire plaisir. Surveille, dès qu'un booster il devient difficile à trouver, la valeur elle explose. Donc tu te doutes bien qu'avec du Origine perdue, du Astro Radieux, EV10, clairement c'est le meilleur coffret. Je sais pas si tu te rends compte, juste les boosters seuls valent presque le prix du coffret. La carte promo, c'est du bonus et Cynthia, c'est priceless. Même le mec qui a battu Cynthia est toujours en dépression. Alors la conclusion, c'est que voilà, je t'ai présenté 3 items, 3 potentiels dormants, 3 chances d'avoir entre les mains des futurs collecteurs Pokémon. Et le meilleur dans tout ça, ils sont encore accessibles, trouvables et raisonnablement tarifés. Et je vais t'en rajouter un 4e pour le plaisir, qui me vient là maintenant, c'est le coffret Pikachu Zénith Suprême, épée et bouclier. Le visuel du coffret est magnifique, les promos sont iconiques à l'intérieur. On a du Pikachu VMAX, clairement. Dans cette série, tu as moyen d'avoir du Giratina, il y a des superbes cartes. Donc, ce coffret, il se trouvait à peu près à 50 €. Enfin, c'était son prix. Aujourd'hui, le prix du coffret, si j'ai un conseil de stratégie à te donner, c'est de ne pas dépasser les 65 €. Actuellement, c'est le prix du coffret. Voilà, c'était le petit bonus, un item en plus. Mais n'attends pas trop parce que les bons produits ne restent jamais longtemps disponibles à prix raisonnable. Et quand ils auront disparu, tu les verras apparaître sur eBay à x3 le prix, vendus par des mecs avec des noms comme Scalping97. Alors fais ton choix selon ton budget, ton feeling et ta passion. Mais retiens bien ceci, investir dans Pokémon, ce n'est pas juste une histoire de chiffres. C'est une histoire de timing, de flair et d'amour pour un univers qui nous suit depuis l'enfance. Comment investir dans Pokémon de façon intelligente? Dans cette vidéo, je te donne mes conseils pour investir intelligemment dans Pokémon et pour que ton bénéfice soit plus grand. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de comment investir intelligemment dans Pokémon. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans Pokémon, mais qui ne font pas les bonnes choses pour maximiser leur chance de réussir et de faire un bénéfice. Donc on va parler de ces 3 choses qui pour moi sont primordiales pour se lancer dans l'investissement dans Pokémon. La première chose que je vois beaucoup, c'est des personnes qui veulent se lancer dans Pokémon juste parce que c'est cool. Donc oui, Pokémon c'est très cool si tu veux ouvrir, si tu veux jouer. Maintenant, si tu veux investir, on parle plus de jeu. Pourquoi tu veux investir dans Pokémon? Est-ce que c'est parce que tout simplement c'est un tremplin pour toi Pokémon? Tu veux commencer par Pokémon parce que c'est un investissement à faible risque comparé à la crypto-monnaie ou à d'autres investissements? Est-ce que c'est parce que tu veux investir dans autre chose par la suite et que les bénéfices que te rapporteront Pokémon, ça te permettra de réinvestir ensuite? Est-ce que c'est parce que tu es collectionneur Pokémon et tu veux financer ta collection en revendant tes items scellés que tu ne veux plus? C'est très bien aussi. Ou est-ce que tu veux investir dans Pokémon parce que ça t'intéresse et que
Tu veux garder tes items quelques années ou les vendre au meilleur prix pour gagner de l'argent et pouvoir le réinvestir ensuite. Voilà. Pour moi, tu dois te poser ces questions sur pourquoi tu veux investir dans Pokémon. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le budget. Aujourd'hui, je pense que personne n'a un budget illimité et que pour investir dans Pokémon et investir intelligemment, il faut se fixer un budget. Aujourd'hui, comment voulez-vous gagner de l'argent dans Pokémon tant vous fixez de budget? Vous allez être à découvert tous les mois pour rien gagner. Donc fixez-vous un budget. Que vous ayez 20 euros, 50 euros ou 100 euros, vous pouvez très bien faire de l'investissement Pokémon. Bien évidemment, les bénéfices seront moins importants si vous investissez moins. Ça, c'est une réalité. Mais vous pouvez très bien commencer avec 20 euros. Moi, j'ai commencé en investissement très peu sur Pokémon et maintenant, j'investis un peu plus. Parce que du coup, le bénéfice fait que derrière, tu réinjectes ce que tu gagnes pour réinvestir un petit peu plus. C'est le but de l'investissement. Donc, vous pouvez très bien investir même si vous n'avez pas un gros budget. Si vous avez 50 euros par mois ou 20 euros par mois, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez quand même investir dans Pokémon. Mais fixez-vous un budget vraiment. C'est-à-dire, je ne vous conseille pas de vous fixer un budget strict. Ce que j'entends un budget strict, c'est se dire, ce mois-là, je mets 150 euros et pas plus. Ce que je vous conseille de faire, c'est que suivant le budget que vous avez, vous faites un budget expansible. En gros, là, il y a une série hype qui sort. Allez, je mets 50, je dépasse un petit peu le budget. Mais par contre, le mois prochain, c'est-à-dire que je mets un peu moins. Le but, par contre, c'est ça. C'est que si vous dépassez un budget extensible, si vous dépassez 50 euros, les 50 euros sur le mois d'après, vous les enlevez. Sinon, c'est plus un budget expansible. Et là, on repart sur un budget où vous n'avez pas d'objectif et où vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous endetter dans Pokémon sans en tirer de bénéfice. Le troisième point qui est important aussi, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est de se faire un tableau. Un tableau avec tous vos investissements, le prix que vous les avez payés au prix retail, la date d'achat, la cote actuelle du marché. Si je revends maintenant, combien j'ai fait de bénéfices? Faites-vous un tableau. Un tableau, c'est pas compliqué à faire. Vous écrivez votre item. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Il n'y a rien de sorcier. Et ça va vous permettre justement d'investir intelligemment. Un autre point important. Aujourd'hui, il y a une grosse hype autour de Pokémon. On peut se dire, allez hop, j'investis tout sur 8.5 parce que là, actuellement, les gens sont fous et tout le monde en achète à prix 150 euros sur Vinted. Dans quelques années, on est à 500 euros le TB. Votre investissement, le but, c'est pas d'être un mouton dans l'investissement. Ce que j'entends par là, c'est que l'investissement, il y a des items, il y a des séries hype qui, bien sûr, on peut se dire, elles vont monter, mais on peut aussi se dire qu'il y a des séries moins hype et que c'est intéressant d'investir parce que actuellement, vu qu'elles ne sont pas du tout hype, j'ai payé des items très peu chers parce que justement, ils n'étaient pas hype et ils étaient encore sous la cote du marché. Donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir sur des produits qui ne sont pas hype et vous allez peut-être les trouver moins chers? Donc, même si vous les vendez et qu'ils ne montent pas énormément, dans tous les cas, vous allez faire un bénéfice. Ou est-ce que c'est intéressant de se dire, je mets tous mes sous au même endroit, mais si cette série-là, elle ne monte pas, je fais aucun bénéfice, quoi. Donc ça, c'est à se poser la question. Personnellement, comme je vous ai dit, moi, j'investis sur des séries qui ne sont pas hype actuellement, parce que au fil du temps, elles vont être beaucoup moins stockées, vu que les gens, ils les ont pas stockées. Après, c'est de l'investissement, hein. On ne peut pas savoir de quoi est fait l'avenir. Peut-être que les séries, elles ne monteront jamais, mais si elles montent, elles vont être beaucoup moins stockées, donc elles vont se revendre plus cher. Dans l'investissement, dites-vous qu'il y a une part de risque. On ne peut pas savoir, être sûr à 100% comment l'item il va évoluer au fil des années.
Aujourd'hui, c'est bien de voir des ETB 8.5 à 150 € sur Vinted. C'est pas la réalité, hein. Vos ETB 150 €, dans pas longtemps, elles vont redescendre. Et après, elles remonteront peut-être par la suite. Elles vont sûrement remonter. Mais elles vont descendre dans un premier temps. Et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas avoir le jour même une ETB qui coûte 150 € sur une série qui est sortie le jour même. Ensuite, diversifier ses investissements. Vous pouvez aussi faire dans la gradation de cartes. Personnellement, moi, je fais du scellé. Je fais dans la gradation de cartes. Je fais des cartes à l'unité, moins chères, que j'envoie en gradation. Et quand elles reviennent, si elles ont une bonne note, ça c'est pareil, hein. Envoyez pas toutes vos cartes en gradation. Avant d'envoyer une carte en gradation, regardez bien que la carte, elle va avoir une bonne note. Déjà, à l'œil nu, si vous voyez des défauts, c'est pas la peine de l'envoyer. Mais si votre carte, elle vaut le coup, vous l'envoyez et que vous avez regardé, bien évidemment, le prix de la carte actuelle et combien elle vaut après gradation et calculer les prix de gradation et le prix de la carte, et ben vous pouvez vous faire un bénéfice. Là, c'est pareil. C'est investir intelligemment. N'allez pas acheter toutes les cartes et les envoyer en gradation. Non, non. Regardez le prix d'une carte qui vaut le coup. Essayez de la payer moins cher pour la revendre plus cher. Le but de l'investissement. Personnellement, je t'achète tous mes items au prix retail. Parce que pour moi, même si l'item ne monte pas, j'aurais pas fait de perte. Je le revendrai au même prix. Pour moi, c'est ça l'investissement. Acheter moins cher pour revendre plus cher. Donc, pour moi, investir intelligemment, ça passe là-dessus. Investir intelligemment, pour moi, ce n'est pas acheter aujourd'hui une ETB 8.5 à 150 € sur Vinted. Alors peut-être que vous la revendrez 150 dans le futur, mais si vous l'avez payé 150, il n'y aura pas de bénéfice. Vous l'aurez revendu au même prix, il n'y aura pas de perte non plus, mais vous n'aurez pas non plus de bénéfice. Donc c'était ces quelques points que je voulais aborder en vidéo. Pourquoi investir? Fixez-vous un budget, diversifiez vos investissements, faites-vous un tableau Excel, essayez d'avoir vos items au meilleur prix, vous ne laissez pas influencer par la hype actuelle qu'il y a autour de Pokémon, et c'est comme ça que vous maximisez les chances de faire un bénéfice dans Pokémon aujourd'hui. Salut les dresseurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de collectionneurs, de fans, c'est les faux items Pokémon. Cartes contrefaites, douteuses, ETB, display. Dis-moi si vous avez déjà été piégé et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo avec moi, car je vais vous apprendre quelques conseils pour éviter les arnaques facilement. Aujourd'hui, on ne parle pas d'investissement, mais on va parler d'un sujet de prévention, c'est les arnaques Pokémon. Beaucoup se font arnaquer. Aujourd'hui, le marché Pokémon, il explose et les arnaqueurs avec. Malheureusement, on n'est pas dans le monde de bisounours. Donc, j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo. Ça voudrait dire que tout est beau et tout rose, mais c'est pas le cas. Toi, tu es peut-être juste parent ou tu viens de débuter Pokémon, tu connais pas les codes et tu peux très vite te faire arnaquer. Et je vais te donner 2-3 conseils pour éviter de te faire arnaquer au maximum. Déjà, la première chose, quand vous faites une transaction, si vous faites du main propre, n'allez pas tout seul au rendez-vous. Aujourd'hui, les gens sont complètement fous. Vous pouvez très bien vous faire agresser pour une ETB qui vaut 50 €. Donc, n'allez pas seul au rendez-vous. Privilégiez un lieu où vous avez du passage, une terrasse de café, pas dans des endroits isolés. Ne faites pas venir la personne chez vous, vous connaissez pas la personne, n'allez pas chez la personne non plus, vous ne la connaissez pas, vous connaissez pas ses intentions. Et la troisième chose, c'est que si vous ne sentez pas dès le départ la personne, fiez-vous à votre instinct. Si votre instinct vous dit de fuir, tout simplement, rentrez chez vous. Peut-être que vous passez à côté d'une bonne affaire, peut-être que c'était pas une arnaque, mais aussi bien, votre instinct vous a peut-être évité de vous faire arnaquer de 3 à 4 000 €. Donc ça, c'est les premières choses à mettre en place. Maintenant, faites attention aux offres trop belles. Aujourd'hui, si vous voyez ce bundle à 36 € sur Internet, soupçonnez quand même que c'est un faux. Si
vous voyez qu'il n'y a qu'une seule photo, genre je vends ce bundle, je prends juste l'avant en photo, la personne n'a pas d'avis, ça déjà ça peut vous mettre sur la piste que le mec il est là pour vous arnaquer. Parce que moi quand je vends sur Card Market, Vinted, n'importe où, je prends au moins une dizaine de photos de tous les angles de l'item parce que je n'ai rien à cacher. Si l'item il a un problème, je préfère le mettre dans la description, le prendre en photo et la personne elle achète en connaissance de cause. La personne qui veut vous arnaquer, elle le fera pas. Donc ça, c'est déjà 2 points à vérifier. Les photos, il y a qu'une photo, ça peut paraître bizarre. Si vous voyez que c'est des photos d'internet, que c'est même pas des photos de son propre item, laissez tomber directement, c'est une arnaque. Ça, c'est les choses à mettre en place. Maintenant, comment on reconnaît les faux items Pokémon? Tout simplement, je n'ai pas de faux booster, moi j'ai un vrai, mais je vais vous mettre en photo un faux booster et vous allez voir la différence. Et même si vous en avez chez vous, pour tester, juste pour rigoler, pour voir un petit peu la différence, et déjà vous pouvez remarquer que sur le plastique, sur un vrai booster, l'emballage il est bien scellé, il est brillant et de qualité. Sur un faux, vous allez retrouver un visuel terne et souvent mal coupé, et l'emballage est vraiment très fin. Si vous faites ça avec un faux qui est pas ouvert, il y a de grandes chances qu'il s'ouvre. Ensuite, il va falloir vérifier, ça peut paraître bizarre, mais les fautes d'orthographe. Sur les faux, il y a souvent des fautes d'orthographe sur les Pokémon. Donc là, Evoli avec un I, sur un faux, vous pouvez très bien le retrouver avec un Y. Ensuite, on peut parler du poids. Un booster officiel, il a un poids précis aux alentours de 20 et 22 grammes. Alors, ça se vérifie sur les anciennes séries. Malheureusement, sur les nouvelles, on peut plus peser le booster. Donc, c'est plus sur des anciennes séries que là, vous pouvez peser votre booster. Et si c'est trop léger ou trop lourd, méfiez-vous parce que soit il manque des cartes, soit il y a un rajout de cartes, ou soit tout simplement, il n'y a pas les bonnes cartes. Mais ça se vérifie beaucoup sur les anciennes séries. Maintenant, ça peut vous paraître bizarre d'aller à une balance à un rendez-vous pour faire une transaction Pokémon, mais je vous garantis, moi, que sur un item à 3000 €, même à 500 €, même 100 €, j'y vais avec ma balance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la dernière chose, ça va être le code barre. Le code barre, là, si vous scannez ce code barre sur un booster officiel, ça va vous ramener sur Pokémon Company avec votre téléphone. Sur un faux, ça va vous ramener à rien. Et souvent, le logo, il est très mal imprimé, il est flou. Donc, si ça vous ramène à rien le code barre, c'est que tout simplement, c'est un faux. Et le dernier test ultime, c'est d'ouvrir tout simplement le booster et de regarder les cartes. On va regarder comment différencier une vraie d'une fausse. Là, j'ai une fausse carte. Là, j'ai une vraie carte. Alors, on va commencer avec le test de la pliure. Si on plie la vraie carte un tout petit peu, regardez, vous voyez, elle reprend très bien sa forme, toute seule. Et si je la remets, on voit quasiment pas qu'elle a été pliée, la carte. Maintenant, si je prends cette carte, qui est une fausse, que je la plie, vous voyez très bien qu'elle ne revient pas du tout comme l'autre. Et que même si je la remets, on voit très bien là où a été fait la pliure. Il y a le test du toucher. Vous touchez les deux cartes. Et en fait, une vraie a une texture granuleuse, que celle-ci, elle a une texture très très lisse quand je passe mon doigt dessus, comparé à celle-ci. Et la troisième chose, ça peut vous paraître bizarre, mais sentez les cartes. Une vraie carte a une odeur naturelle ou dégage quasiment pas d'odeur, alors qu'une fausse carte, quand vous la sentez, je vous garantis, il y a une odeur chimique. Et le dernier test, c'est celui-là. Quand vous déchirez la carte, si c'est une fausse, normalement, au niveau du milieu de la carte, on a une texture bleue, une petite couche bleue qu'on n'a pas sur une fausse carte. Donc, c'est bien une fausse carte. Maintenant, si on regarde aussi le derrière de la carte,
peut s'apercevoir, bon, je vais prendre une autre fausse carte du coup, mais on peut s'apercevoir de plusieurs différences. Déjà, quand on regarde la Pokéball, le rouge de la vraie et le rouge de la fausse, on peut s'apercevoir que le rouge de la fausse, il est beaucoup plus pétant que le rouge de la vraie carte. Ensuite, on va regarder le Pokémon. On peut très vite s'apercevoir que ce n'est pas du tout la même couleur. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais en vrai, ça se voit très bien que le Pokémon, le jaune n'est pas du tout le même, les caractères sont pas les mêmes. Et le dernier point, c'est de regarder la sphère qui entoure la Pokéball, parce qu'ils ont beaucoup de mal à reproduire cette sphère-là, et on peut voir très vite les différences. On voit très vite que là, elle est plus blanche que celle-ci, et on voit très vite que les détails, elles sont beaucoup moins détaillées. Et après, il y a le test de la lumière aussi. Donc en gros, vous placez une lampe devant votre carte et elle laisse un tout petit peu passer la lumière. Une fausse, elle aura tendance à être un peu plus opaque qu'une vraie, mais ça se vérifie. Ça va dépendre des cartes parce que vous voyez, celle-ci laisse très bien passer la lumière. Et quand on se compare avec une vraie, eh ben, elle aussi laisse passer très bien la lumière. Donc ça dépend des cartes, mais le test des UV marche, mais ça dépend vraiment de certaines cartes. En fait, c'est pas vraiment toutes les mêmes cartes. Mais vous pouvez tester ces différents tests. Et là, bah, si je déchire celle-là, quand on regarde au milieu, voilà ce que je vous disais. C'est cette petite partie que là, quand vous regardez cette carte, bah, on n'a pas en fait. Au milieu. Vous voyez, on a une petite partie grise, c'est pas vraiment bleu, enfin c'est bleu-gris, mais c'est cette partie en fait que on n'a pas sur la fausse carte. Voilà comment reconnaître un faux booster avec 3-4 astuces simples à mettre en place. Maintenant, ces astuces, elles seront simples à mettre en place si vous voyez le booster en direct. Si vous achetez sur Internet, malheureusement, ce sera compliqué parce que la personne, comme je vous ai dit, elle va prendre des photos que de ce qui l'arrange. Donc, je vous déconseille d'acheter des boosters en loose comme ça sur Internet. De toute façon, je vous conseille d'acheter que en magasin vos items parce que le risque d'arnaque aujourd'hui, il est trop grand et il y a que en magasin. Même on a vu sur Amazon qu'on avait des boosters qui étaient recellés. Donc, attention. Justement, les boosters recellés, on en parle. Je vous en ai fait un spécialement pour vous. Bon, je l'ai très mal recollé, hein, mais je l'ai très mal recollé, mais un booster recellé, tout simplement. J'ai une très bonne série, donc on va dire 7 de base. Allez, on va dire le booster 3000 €. Sauf que moi, j'ai pris les cartes qu'il y avait dedans. Mais du coup, je me dis, il y a une petite arnaque à monter. Je vais remplacer les cartes du booster officiel par d'autres cartes, soit d'une autre série. Et puis l'acheteur, il va y voir que du feu. Si vous vous y connaissez pas, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Vous allez payer 3000 € votre booster, vous allez rentrer chez vous. Et puis, en l'ouvrant, ça va être la déception. Donc, comment on reconnaît un booster recellé? Tout simplement, le scellage. Sur un booster qui n'a pas été ouvert, le scellage, il est nickel. Là, vous voyez très bien que le scellage, il n'est pas nickel. Donc, je l'ai recollé, mais très mal. Mais un booster neuf, il est parfait et régulier. Ensuite, il y a le test du soufflet. En gros, sur un vrai booster, si vous soufflez légèrement sur le côté, après l'avoir frotté un petit peu, et vu que l'air elle passe, il doit s'ouvrir un tout petit peu. Alors pas de beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Sur un recellé, vu que l'air elle passe pas bien, car la colle elle bloque, il va pas s'ouvrir un tout petit peu, il va s'ouvrir zéro. Et puis après, ce qu'on va voir, ça va être les traces de colle. Bien regarder là où il y a l'ouverture du booster. Si vous voyez des petites traces comme ça, je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais là on a clairement un booster recellé. Et après, il va y avoir les cartes à l'intérieur. Si vous ouvrez un booster et que les cartes elles sont pas bien alignées et qu'elles sont mélangées, ou qu'il manque par exemple la carte à code, déjà c'est suspect. Malheureusement, si aujourd'hui quelqu'un a acheté ce booster qui a été collé pour la vidéo, je le signale, hein, c'est juste pour la vidéo, il ouvrirait et voilà ce qu'il aurait. Et moi, peut-être que le booster, là, il vaut pas cher. On est sur du courant stellaire, donc on est à 7 €.
Donc c'est pas grand chose, hein. Mais je l'aurais arnaqué de 7 euros parce que là, il n'y a aucune carte qui vaut 7 euros à l'intérieur, hein. Donc voilà, faites bien attention. Quand vous avez le booster en main, prenez le temps de le regarder. Vous êtes acheteur, donc c'est logique que vous regardez le booster sous tous les angles. Ensuite, on va passer aux fausses displays. Alors les fausses displays, c'est pareil, j'ai pas de vrai display, j'ai pas de fausse display pour vous montrer. Je vais vous montrer un faux et une vraie en photo. Mais une fausse display, vous allez vous remarquer très vite, exactement comme le booster, que déjà, souvent, les items Pokémon, ils sont en anglais. On a de plus en plus de français, mais on a quand même beaucoup d'anglais. Maintenant, c'est pareil qu'un booster. Regardez la couleur. Regardez aussi le scellage. Le scellage peut très vite vous dire si c'est un faux ou un vrai. Sur un item Pokémon comme celui-ci, vous voyez qu'on a un scellage quand même propre. Malgré que sur les dernières séries, ils font des scellages de plus en plus dégueulasses. Mais sinon, on a quand même un scellage correct. Sur un faux, le scellage, il va être beaucoup plus flasque. C'est pareil, sur les displays, il y a les Pokéballs. Et normalement, elles sont censées être toutes de la même taille. Sur les fausses, vous allez remarquer très vite que les Pokéballs, elles sont pas forcément à la même taille. Et aussi, il faut regarder, pareil, ce qu'il y a écrit, parce que généralement, sur les fausses, ils marquent carte à jouer avec un R à la place d'un Z. Et ça, c'est directement une fausse. C'est pareil, sur une vraie, normalement, il y a écrit de tout horizon, et sur une fausse, ce n'est pas cette phrase-là qui est employée. C'est pareil, le logo Pokémon Company ne peut être pas au bon endroit. Donc attention à tous ces détails quand vous achetez une display, mais si vous voyez ces détails, c'est que déjà c'est une fausse. Donc par contre, pour les ETB, dites-moi en commentaire si vous avez vu beaucoup d'ETB fausses. Alors pas recélées, hein, fausses vraiment, parce que moi je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu encore. Par contre, des recellés, c'est pareil que les boosters, il y en a le scellage, ils ouvrent et puis tout simplement ils remettent, ils refont un scellage avec une machine, mais on voit très vite que c'est pas le scellage officiel de Pokémon. Donc bien faire attention au scellage parce que si c'est fait par une autre machine que le scellage d'origine, vous allez vous en rendre compte, le scellage ne sera pas du tout le même. Sur les scellages Pokémon, c'est vraiment un scellage spécial. Donc faire attention à ça. Les coffrets, pareil. Malheureusement, un coffret, très vite, ça peut se recoller, hein. Vous pouvez très vite mettre un point de colle, mais c'est pareil. C'est du carton, donc c'est encore plus dur parce que on voit très bien la déchirure. C'est beaucoup plus dur de recoller du carton quand même que un booster ou un blister. Mais c'est exactement la même technique. Vous regardez qu'il n'y ait pas de point de colle. De toute façon, si vous achetez sur Internet, regardez bien et filmez-vous surtout. Avant d'ouvrir l'item, filmez l'item. Parce que si vous remarquez un point de colle, au moins, votre parole, elle fait foi, vous avez la vidéo. Et même si vous ouvrez le booster, que dedans, il y a que des énergies, c'est que c'est forcément une fausse. Et donc là, vous pouvez vous retourner sur le vendeur. Donc maintenant, on a vu comment reconnaître un faux, un recellé, mais malheureusement pour toi, tu as vu la vidéo trop tard et tu t'es fait arnaquer. Aujourd'hui, quels sont tes recours? Contacte le vendeur pour lui dire, parce que lui, il a pu très bien se faire arnaquer aussi. Il a peut-être acheté son truc sur Vinted il y a 2-3 ans et il l'a gardé scellé, puis il avait besoin de sous, il a décidé de le revendre et du coup, il te l'a revendu et du coup, vous êtes fait tous les deux arnaquer. Donc déjà, contacte le vendeur. Peut-être que le vendeur est de bonne foi et peut-être que il s'est fait arnaquer aussi. Contacte la plateforme pour leur signaler et ils devraient te rembourser. Ça fonctionne très bien, hein. Autant même PayPal, du moment que vous faites pas un PayPal entre amis. Déjà, je ne comprends pas les gens qui font des PayPal entre amis sur les groupes Facebook, d'où la personne est votre ami, vous la connaissez pas. Vous faites un PayPal normal, comme ça, s'il y a un problème, vous signalez à PayPal et puis vous serez remboursé. Vous apportez les photos, toutes les preuves sur toutes les plateformes, hein, Le Bon Coin, Vinted, tout ça. C'est pour ça que je vous conseille toujours, avant d'ouvrir votre item, de filmer. Faites-vous filmer par quelqu'un. Comme ça, s'il y a un problème, vous l'envoyez à la plateforme et comme ça, ils voient que vous êtes de bonne foi et puis vous êtes remboursé. Voilà les recours que vous avez.
signalez-le à la plateforme, signalez-le aux vendeurs et surtout, j'ai envie de dire, signalez-le sur les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook Pokémon. N'hésitez pas à signaler la personne. Peut-être que cette personne, c'est un habitué de l'arnaque et la signaler, ça évitera aux gens de se faire arnaquer et ça fera un petit peu de prévention aussi. Donc voilà, maintenant vous savez tout pour ne plus vous faire avoir avec les faux boosters Pokémon ou les faux items Pokémon. J'espère que cette vidéo, elle vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like. Abonnez-vous pour plus de conseils sur le monde Pokémon et sur l'investissement. Dis-moi en commentaire si tu as déjà acheté un faux booster. Tu t'es lancé dans l'investissement Pokémon. Félicitations. Mais maintenant, t'as littéralement plus de place pour vivre. Entre tes ETB, tes displays, tes coffrets premium, ton coffret aux florissantes, ta chambre, en fait, c'est devenu un véritable sanctuaire Pikachu et même ta copine, elle a plus son territoire. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 meilleures astuces vraiment efficaces pour stocker ton Pokémon CD sans sacrifier ton espace vital et sans sacrifier ton couple. Des techniques simples, des idées de rangement malin, des erreurs que j'ai faites pour que toi tu les évites, c'est le but de la vidéo, et surtout la vérité, non, tout ne se stocke pas n'importe comment. Si tu veux éviter de bousiller ta collection à cause d'un mauvais stockage ou d'un excès de bordel, reste bien jusqu'à la fin. Allez, on range ça ensemble, attrapez-les tous intelligemment. Les 3 grosses erreurs de stockage pour moi. Empiler sans protéger. J'empile et je me crois dans Tetris. C'est mauvais pour les coins, c'est mauvais pour les boîtes et surtout c'est mauvais pour ta revente. C'est pas du Tetris, c'est de la collection. Les poids ils s'accumulent, donc les coins ils vont être écrasés, donc une perte de valeur. Donc là déjà ça commence mal pour vendre à bon prix. Donc le conseil c'est que toujours utiliser des intercalaires, des planches en carton rigide ou des plateaux plastiques entre les couches, mais empile jamais plus de 3 coffrets sur eux-mêmes. L'erreur numéro 2, c'est stocker dans des endroits humides ou instables. Oui, je vais aller stocker sous l'évier ou dans ma cave. Mauvaise idée, mauvaise température, fait égale humidité, égale moisissure, égale dégâts. Les plastiques ils fondent, les boîtes elles se déforment. Ton carton, au bout d'un moment, il va se déchirer. Conseil, garde-les dans une pièce à température contrôlée. Entre 15 à 22, faible humidité. Donc, comment éviter l'humidité? Tout simplement, aère ta chambre 5 à 10-15 minutes par jour. Ça permet de renouveler l'air. Et au moins, ça fait baisser ton taux d'humidité dans ta chambre. Ajoute des sachets de silicagel dans chaque bac, tu sais, c'est les petits sachets qu'on te met dans les boîtes de chaussures généralement, garde-les et mets-en dans chaque bac. Parce que du coup, ça permet d'absorber l'humidité. L'erreur numéro 3 que je vois tellement fréquemment, tout garder, même ce qui ne vaut rien. Accumuler pour accumuler pour accumuler. Pour moi, c'est pas investir. C'est faire du bordel nostalgique. Oublie pas que ton espace, il est limité. Donc priorise tes items à fort potentiel. Arrête de garder les coffrets récents en 6 exemplaires. Au cas où dans 15 ans, j'aurai 6 coffrets ETB évolution prismatique. Non. Là, déjà, tu gères pas ton stockage, tu gères pas ton investissement correctement. Donc maintenant, je vais te parler des solutions de stockage malin que tu peux avoir par item. On va commencer par les boosters. Les blisters, le problème, ils sont petits mais très nombreux, donc tu peux vite être dispersé. La solution pour moi c'est d'utiliser des classeurs ultra pro en page rigide pour les blisters monopack ou de faire un rangement vertical dans des boîtes de classement A4 en format rigide. Donc pour les tripacks, intercalaires dans des boîtes à archives solides. Le deuxième item, les ETB. Le problème des ETB c'est qu'on est un format moyen, tu peux les empiler, mais elles sont sensibles au choc quand même. N'oublie pas que tu peux très vite abîmer le scellage et avoir un trou. Donc ce que je te conseille, c'est des boîtes en plastique rigide, en format style Leroy Merlin, Ikea. Et dedans, tu mets entre 3 à 5 ETB max par bac, que tu vas protéger avec du papier bulle entre chaque ETB. Tu fais un petit étiquetage latéral avec ta série, ta date et ton prix d'achat. Ça permet de t'y retrouver quand tu les cherches pour, j'en sais rien, vérifier.
que tout va bien, qu'elles ont bien dormi. On va passer au troisième item, les displays. 36 boosters. Alors une display, le problème, on est sur une taille standard, elles sont très privées, mais c'est comme les ETB, c'est assez fragile. Donc la solution, ça serait d'utiliser des protecteurs acryliques pour ceux qui ont de la valeur. Ou sinon des boîtes de vin rigides ou cartons spécialisés, des séparations par mousse ou cartons alvéolés. Le quatrième item, ça serait les coffrets spéciaux, les ultra premium, les SPC et aussi les coffrets fluorescents. Ils ont une dimension irrégulière, surtout le coffret fluorescent qui est très volumineux. Franchement, c'est une galère à stocker. Donc là, ce que j'utiliserais, ça serait un regroupement par dimension dans des étagères profondes. Il faut éviter de les stocker à plat si possible sur les surfaces instables. Et si tu as un très gros stock, je te conseille des racks métalliques sur roulette. Et le dernier item dont on va parler, c'est les mini tins. Le problème des mini tins, elles ont beaucoup de formes. Du coup, il y a quand même un gros gaspillage d'espace. Donc la solution pour moi, ce serait de les regrouper dans des casiers de rangement en mousse. Les casiers un peu style collection de montres. Alors maintenant, on a vu comment stocker. Attention, c'est mon avis personnel. Tu stockes comme tu veux, encore une fois. Moi, je stocke dans des boîtes hermétiques, dans des étagères profondes. Comme ça, ça me permet de pouvoir fermer mon placard et qu'elle soit protégée par les UV. Et avec du papier bulle. Je m'embête pas à acheter quelque chose de particulier. Maintenant, on va voir comment optimiser l'espace chez toi. Clairement, il faut exploiter un petit peu l'espace mort. Le dessous de lit, les hauteurs, les dessus de placard. Pour moi, les solutions concrètes, sous le lit, dans un bac à plat hermétique, clairement, ça fait très bien le taf. Les hauts de placard avec des bacs étiquetés plus un petit tabouret d'accès. Derrière une porte, un support mural avec des sangles de maintien par exemple. Tu peux aussi avoir des meubles dédiés modifiés, Ikea et ton ami. Kallax, pour moi, c'est parfait pour les ETB, les blisters et les mini tins. Tu rajoutes un petit peu des portes pour éviter la poussière. Tu peux mettre des tapis anti-choc sous chaque produit. Après, la solution numéro 3, c'est que tu peux aménager une mini Pokézone. Même dans un 15 mètres carrés, un meuble égale un stockage, un mur égale un inventaire affiché suivi, un tiroir égale vente produit en rotation. Tu peux fonctionner comme ça. Maintenant, les gars, il faut pas non plus picoter. Certes, c'est de la collection, faut le protéger, mais clairement, vous protégez avec du papier bulle, boîte hermétique, ça fait très bien le taf. Pas besoin d'acheter des protections acryliques qui vont vous coûter je ne sais pas combien, surtout si vous devez protéger tous les items. Clairement, le but, c'est pas non plus de se ruiner dans des trucs hors de prix pour protéger non plus. Clairement, vous achetez un placard Ikea, faut optimiser la place en fait. Et surtout, mettre verticalement. Parce que si vous mettez horizontalement, là vous allez perdre de la place. Maintenant, comment on gère son investissement, ses stocks? Inventaire à jour égale sérénité. Tu peux utiliser Google Sheet. Que je te conseille, je t'ai déjà montré comment faire un tableau d'investissement. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Mais tu mets le nom, la date d'achat, le prix, l'état, la valeur estimée et le lieu de stockage, c'est très important. Savoir où sont stockés tes items. Si tu les stockes à plusieurs endroits, ça permet de savoir où ils sont. Si tu les stockes à un seul endroit, t'as pas besoin de le mettre parce que tu sais très bien où il est. Après, niveau sécurité, ce que je te conseille, si tu as vraiment un gros stock, ça reste de mettre une caméra à l'intérieur. Deuxième point, tout le monde a une assurance habitation. Je t'invite à aller vérifier les clauses pour la collection. Après, tu peux aussi mettre un code sur la porte où est ton stockage si c'est ailleurs que chez toi. Et pour les backups de tes données, je te conseille de faire une photo de chaque produit plus le numéro de la série et tu fais un dossier cloud partagé avec toi-même sur Google Drive ou Dropbox. Plus tu stockes, plus tu as de responsabilités. Une display à 1000 €, c'est pas juste une boîte. C'est un actif, donc traite-le comme tel. Tu ne peux pas vivre en coloc avec un item à 4 chiffres à côté du grille-pain. C'est pas possible. Le stockage, pour moi, c'est un coût indirect d'investissement. Parce que si tu dois louer un box, ça mange ta rentabilité. Donc parfois, vaut mieux revendre un item à faible marge
pour libérer un espace stratégique que devoir acheter un box où clairement tu vas payer tous les mois le prix d'un box, c'est pas donné. Et dis-toi bien que le scellé mal stocké, il ne vaut plus rien. Un coin abîmé, ben malheureusement la valeur elle chute. Un blister zoni, il va être non vendable. Une ETB gondolée, bah, c'est une décote immédiate. Donc il y a des vraies anecdotes où des personnes ont mis des ETB dans un placard à chaussures. Bah, la copine, elle a marché sur un coffret célébration. Et clairement, quand tu vois le prix de célébration, bah, ça fait mal. Mais du coup, bah, l'ETB, elle vaut plus grand chose. Ou quelqu'un qui vient en collecte, qui a utilisé un coffret Pokémon comme repose. Donc la leçon pour moi, stocker, ce n'est pas juste mettre de côté, c'est préserver la valeur à long terme. Donc, je te fais un résumé express. Ne stocke jamais au hasard, utilise les bons contenants, pense comme un logisticien, pas comme un collectionneur compulsif. Avoir moins, c'est parfois mieux. Sélection, pas accumulation. Et surtout, bah, garde un inventaire à jour. Donc, si t'as appris un truc, bah, tu t'abonnes. La vidéo, tu la partages à un pote qui vit dans un appartement transformé en Poké Dépôt. Dis-moi en commentaire combien d'items CD tu as et où tu les ranges vraiment. Ce contenu n'est pas un conseil financier. Il reflète uniquement mon opinion personnelle. Investir comporte des risques, y compris la perte en capital. Faites vos propres recherches. Et si je te disais que grader tes cartes Pokémon, et bah des fois c'est parfois aussi utile que si tu mets des jantes en or sur ta Twingo. Tout le monde te vend ça comme l'investissement du siècle, mais est-ce que c'est vraiment rentable ou c'est juste un piège qui est tout simplement bien emballé pour un petit peu les collectionneurs naïfs? Aujourd'hui, on ne va pas parler que de PSA, j'ai fait une vidéo sur PSA, mais là on parle de tout le système de grading. On va démonter un petit peu les illusions, on va regarder un petit peu des vrais chiffres et on va parler vrai comme d'habitude. Donc, est-ce que tu es prêt? Eh ben, c'est parti. Donc, grader une carte, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est la faire authentifier, la faire noter et l'encapsuler dans une petite boîte comme ça. Ça peut être du PCA, ça peut être du CCC Grading, ça peut être du collectorat ou même une obscure boîte en Pologne. Enfin, peu importe, l'idée, tu l'as compris, c'est de transformer ton objet de collection en produit coté avec une note. Et dans un monde où tout le monde veut spéculer, eh ben c'est vrai que ça fait rêver. Un petit bout de carton, potentiellement, ça devient un actif. Mais c'est là que ça devient un petit peu vicieux parce que les promesses du grading en soi, c'est protège ta carte pour la vie, vu qu'elle est dans un boîtier, fait x10 sur sa valeur et plus de confiance pour les acheteurs. Alors ouais, sur le papier, je t'avoue que c'est séduisant. Mais maintenant, en vrai, eh ben en vrai, tout simplement, tu payes souvent cher pour une note incertaine. Et tu penses que ta carte, bah, elle va valoir une fortune. Alors qu'au final, c'est peut-être juste une version de 2019 que 10 000 personnes ont aussi. Et ont fait grader aussi. Donc c'est comme essayer de vendre une cuillère en disant bah, qu'elle est mine collection. Entre ton envoi, le grading, l'attente, les frais cachés, tu peux vite lâcher entre 40 € à 150 voire 200 € par carte. À ça, tu vas ajouter le risque de perte, que ce soit de la poste ou de la douane, si tu envoies à PSA par exemple. Les retours endommagés, c'est pas à l'abri qu'il y ait un problème en retour avec la poste ou pendant le transport. Les délais qui sont extrêmement longs, pour du PSA, je crois qu'on parle de 6 mois. Alors après, plus tu payes, plus tu l'auras vite. Mais suivant les sociétés de gradation, ça va aller de 1 mois à 8 mois, quoi. Voire 1 an des fois. Et surtout, bah, le risque que le marché il change entre temps. Parce que ta carte, elle peut perdre la valeur pendant qu'elle est bloquée en transit ou en attente de grading. Le marché, des fois, il va vite et même des fois très vite à la baisse. Et au final, bah, tu te rends compte que tu as investi plus que ta carte, elle vaut notée en 8. Triste réalité. Donc, est-ce que grader une carte aujourd'hui, c'est vraiment le jackpot? Non. Clairement, la plupart des cartes gradées, elles ne prennent pas de valeur. Attention, seules certaines cartes, elles montent. Donc là, on va parler des alternatives, des Pokémon hypés, des cartes bien centrées, et ça dans un contexte bien précis. Et souvent avec un marketing derrière qui est bien huilé autour. Et même là, eh ben, il faut vendre au bon moment, sinon tu vas te retrouver avec une carte cotée 10
mais qui ne va plus forcément intéresser grand monde. Donc au final, c'est pas vraiment un investissement, ça reste un pari. Pour moi, vraiment, les seuls cas où le grading est intéressant, c'est quand tu as une carte vraiment rare qui est dans un état exceptionnel. Tu veux la vendre à l'international, à un public qui ne fait confiance qu'aux notes. Tu veux la conserver et la protéger à long terme pour une valeur sentimentale. Moi, je vous avoue que j'ai des cartes gradées, c'est plus pour la collection, pour les protéger à vie, que pour les vendre. Et le quatrième point, tu es un investisseur aguerri qui va suivre le marché au jour le jour. Sinon, pour moi, il vaut mieux garder ton argent et l'investir ailleurs. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Maintenant, l'industrie derrière le grading. Le grading, on parle d'un service, on parle d'un business qui est ultra rentable pour les sociétés de gradation. Les boîtes de grading, il faut savoir qu'elles brassent des millions en jouant sur la rareté, la peur de rater le train en marche et le prestige des notes. Et ce n'est même pas 100% objectif. Deux experts, ils peuvent te donner deux notes différentes à la même carte. Alors imagine si au bac ça fonctionnait pareil. Un jour tu as 18 et le lendemain tu as 11. Mais là, sauf que tu as payé pour avoir la mauvaise note. Et avant, on collectionnait pour le fun. On va pas se mentir, aujourd'hui on collectionne plus pour spéculer. Résultat, on envoie tout et n'importe quoi à grader. On oublie la passion avant tout. Pokémon avant tout, ça reste une passion. Et aujourd'hui, on cherche plus des billets que des souvenirs. Mais Pokémon, à la base, c'était pas censé être un marché boursier. C'était un jeu, un univers, un kiff. Et le grading, ça transforme ça en compétition riche. Donc, conclusion, grader tes cartes, oui, ça peut être utile, mais ça ne doit jamais être fait à l'aveugle. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ma carte, elle est vraiment rare? Est-ce que c'est une promo? Est-ce que c'est une alternative? Est-ce que sur le marché, il y a de la demande pour cette carte? Est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent si la note, elle ne me convient pas? Parce que c'est un risque et il faut bien en être conscient. Et est-ce que je suis conscient que le temps d'attente, ça peut tuer la valeur? Si tu as 3 noms, ne grade pas. Protège-la tout simplement avec une sleeve, un top loader, kiffe-la et oublie un petit peu la hype. Après, si tu veux vraiment la faire grader pour ton plaisir, il y a des sociétés de gradation qui sont très bien juste pour de la collection, qui ne coûtent pas très cher. Et clairement, si tu veux ta carte dans un bon boîtier, du coup, ça peut être intéressant. Tu veux plus de contenu qui dit les choses comme elles sont, like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires quelle carte toi tu penses faire grader dans l'avenir mais que tu hésites encore à envoyer. On en parle dans une prochaine vidéo. Et rappelle-toi, le vrai pouvoir, c'est pas la note, c'est la connaissance. À bientôt les dresseurs.